Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Polygone. Souvenez-vous, c'était il y a 5 ans l'installation de centres de tests Covid, les patients français évacués en urgence vers l'Allemagne et le personnel soignant envoyé de l'autre côté de la frontière. À ce moment-là, dans notre région franco-allemande, une coopération inédite s'était mise en place pour faire face à une crise sanitaire mondiale, le Covid. 5 ans après, où en est cette coopération? Peut-on aujourd'hui accéder aux soins en Allemagne sans tracas administratifs ni frais médicaux exorbitants? Pour en parler, plusieurs invités ont répondu présents, notamment Florence Guillemin, directrice générale des services de l'Eurodistrict Sarre-Moselle. Bonjour. Bonjour. À ma gauche, Anne Brunet, référente régionale de la coopération franco-allemande pour l'assurance maladie. Bonjour. Bonjour. Hervé Blachmann, pharmacien. Bonjour. Bonjour. Et Renaud Defrétas, cardiologue au centre hospitalier de Völklingen. Bonjour. Bonjour. Merci à tous d'être présents pour cette émission Polygone consacrée donc à la santé transfrontalière. Peut-on dire que cette expérience face au Covid a servi d'accélérateur vers une coopération sanitaire plus structurée et durable entre la France et l'Allemagne ? Je donne le mot d'abord à Florence Guillemin. Eh bien, avec plaisir. Alors, on a appris beaucoup de choses à travers cette crise, dont une qui est très précieuse pour nous à l'Eurodistrict Sarre-Moselle, c'est qu'il est possible d'avoir des Kurzwege, des façons de travailler qui sont directes et efficaces et très courtes. Et c'est une attente maintenant qu'on ressent toujours auprès de la population, c'est-à-dire on a montré qu'on a pu coopérer de manière directe, efficace, avec vraiment des process qui sont rapides et on a toujours l'ambition de travailler de plus en plus vers cette efficacité dans la coopération sanitaire. Donc on a pu voir que c'était possible et maintenant il s'agit de poursuivre l'effort. Alors, Monsieur Defrétas, j'imagine aussi vous l'avez suivi de près cette situation au service cardiologie de Völklingen. Oui, alors en effet, pour nous, la coopération était déjà existante auparavant. Donc on avait déjà un peu quelques habitudes sur l'organisation. Mais en effet, ça a été inédit et je pense que ça a surtout montré au reste des gens à quel point c'était nécessaire. Mais ça a aussi montré certaines limitations. Parce que j'ai quand même une anecdote, j'avais été aussi du coup mis à disposition en France à Forbach à ce moment-là, où j'ai fait de la pneumologie exceptionnellement pendant quelques mois, enfin aidé en gros. Et on avait voulu organiser par exemple l'apport de matériel médicaux allemand, dont des respirateurs et des choses comme ça, mais d'une cause matérielle, ça n'avait pas pu fonctionner. Donc voilà, ça a permis de montrer la nécessité que ce soit mis en place et puis soutenu par les politiques et les différentes personnes qui sont incluses dans le projet. Mais ça a montré certaines limitations aussi, je pense. Est-ce que vous l'avez vécu de la même manière, Monsieur Blachmann, en pharmacie ? Je dirais qu'évidemment, comme tout le monde, on a travaillé dans l'urgence. On l'a vécu dans le fait où, ce dont je me souviens, c'est qu'on manquait parfois on manquait de masques, on manquait de gel pour les mains, etc. Et du coup, il y a eu beaucoup, effectivement, de gens qui se disaient je vais peut-être trouver en Allemagne. Donc, c'est vrai que ça a été un petit peu un accélérateur, parce qu'avant, on était un petit peu chacun dans nos médicaments ou dans nos matériels pour l'hygiène. Et là, on a eu la chance, effectivement, de se dire, nous, on n'en a plus, vous allez peut-être en trouver en Allemagne. Donc, d'une façon, effectivement, on a été obligé de travailler ensemble. Et parfois, on se renseignait même pour savoir si en Allemagne, ils ne pouvaient pas nous dépanner peut-être en masque, en gel, etc. Donc c'était réellement une chance d'être transfrontalier parce que on pouvait compter sur nos amis allemands. Donc je dirais que ça a eu le mérite de finalement quelque part que nos patients ils soient peut-être un petit peu plus gâtés entre parenthèses que dans le reste de la France.
On pouvait compter effectivement sur les Allemands, et comme les Allemands ont pu compter sur nous. Ça s'est fait dans les deux sens. Et qu'en pensez-vous, Madame Brunet, vous qui travaillez aussi au sein de l'administration, de la CPAM, est-ce que ça a permis aussi de créer des premières émulsions pour la suite ? Ce que je trouve surtout, c'est que finalement la crise sanitaire et les coopérations qu'il y a eu au moment de l'urgence entre les deux États, ça a montré qu'il y avait déjà des coopérations qui existaient. Ça a pu valoriser le fait qu'on se connaissait, on échangeait, et donc y compris en contexte de crise sanitaire, on pouvait échanger ensemble. Et bien sûr, l'assurance maladie, elle a été mobilisée dans un contexte de crise sanitaire sur le territoire, mais on échangeait également dans un cadre transfrontalier. Et que dans un contexte d'urgence, effectivement, des solutions entre États ont pu être trouvées. Bon, entre-temps, heureusement, 5 ans sont passés et les choses ont progressé. Vous allez peut-être nous le confirmer, Madame Guillemin, au sein de l'Eurodistrict. Comment ça se passe finalement aujourd'hui? Où en est-on dans cette coopération entre les différents services hospitaliers? Puisque je sais que ça fait partie des axes sur lesquels vous travaillez actuellement. Oui, alors d'abord je vais préciser que je parle de la part de notre président, Monsieur Marc Zingraf, et de Frau Dr Leberger, qui sont tous les deux en charge de la thématique santé à l'Eurodistrict Sarre-Moselle. Et effectivement, la thématique de la santé, elle existait déjà dans les préoccupations des membres de l'Eurodistrict Sarre-Moselle, qui sont des intercommunalités françaises et allemandes, puisque c'était une problématique ou une thématique qui touche beaucoup les citoyens. Et donc déjà, des coopérations avaient déjà été, avant la crise Covid, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, mises en place. Et c'est une thématique qui est très importante pour l'Eurodistrict et sur laquelle les élus sont vraiment très mobilisés. Et effectivement, depuis, dans cet élan, le premier élan qui a été mis en place avec l'accord dans le cadre de la convention Mosar, on va sans doute pouvoir y revenir, mais qui favorise un échange en termes d'accueil de patients. Donc là, on parle d'une coopération au niveau de l'hôpital, hospitalière. Qui a déjà fait ses preuves depuis, mais vous saurez encore mieux que moi en parler dans la vie quotidienne depuis 2019. Elle a au fur et à mesure été étendue, et c'est le fruit de la coopération entre tous les partenaires, les caisses d'assurance maladie des deux côtés, les établissements hospitaliers des deux versants, sur d'autres thématiques qui sont comme la neurochirurgie, récemment la médecine nucléaire. On travaille actuellement sur la question des accidents vasculaires cérébraux en ce moment, mais on est dans la convention Mosar dans tout un travail qui est effectué de coopération entre des établissements hospitaliers des deux côtés de la frontière. L'ambition et vraiment l'objectif des élus de l'Eurodistrict Sarre-Moselle, c'est d'arriver encore au-delà et en complément de cette coopération sanitaire transfrontalière à un accès aux soins qui soit pour les résidents, alors moi je peux parler de l'Eurodistrict Sarre-Moselle, qui soit sans barrière et sans, vous avez évoqué les tracas administratifs, même au-delà de la coopération hospitalière. Donc c'est un processus de long cours. Il y a des avancées régulières dans tous ces domaines. Et on note récemment, lors de la réunion du Conseil des ministres franco-allemands du 29 août dernier, une étape supplémentaire puisque les deux gouvernements, donc Paris et Berlin, se sont accordés dans leur feuille de route pour s'engager à chercher et à examiner des possibilités de solution d'un corridor santé le long de la frontière franco-allemande. Donc, c'est un processus de longue haleine, mais qui, depuis 2019, a sans cesse progressé pour le bien des patients des deux côtés de la frontière. D'accord, donc concrètement, il y a ce service cardiologie, le service neurologie et aussi le service cardiologie où il existe actuellement un pôle transfrontalier, si je résume actuellement les choses, pour les projets déjà mis en place. Alors, l'accord de cardiologie, c'est celui de 2019, sur lequel vous avez... Par rapport à Mosar, oui, mais il y avait une convention déjà au préalable depuis 2013, interhospitalière entre le CHIC Unisanté, Forbach, et l'hôpital de Völklingen. Donc ça, c'était quand même un accord qui avait déjà été signé auparavant et qui après a été
renforcée par Mozart. D'accord, donc c'est la plus longue coopération mise en place, si je comprends bien, à l'heure actuelle. D'accord, très bien. Eh bien, je vous propose de revenir sur l'un de ces services, c'est cette coopération qui a été mise en place il y a tout juste 1 an. Donc, le service de médecine nucléaire de l'hôpital Robert Pax a ouvert ses portes aux patients allemands. Un reportage de Guillaume Dumonteil. Pour qu'une entente fonctionne, chaque partenaire doit y trouver son compte. Depuis 2019, dans le cadre de la convention Mozart, des patients victimes d'infarctus du myocarde en Moselle peuvent être pris en charge en cas de besoin urgent par le centre de cardiologie de Völklingen. Entre 2019 et 2022, 314 patients français en ont ainsi bénéficié, soit 9 par mois en moyenne. Aujourd'hui, c'est au tour des patients allemands de pouvoir bénéficier d'installations de santé performantes situées en France, en l'occurrence le service de médecine nucléaire de l'hôpital Robert Pax. C'est le sens de l'avenant à la convention Mozart, signé hier à Sarreguemines. Il concerne les patients allemands hospitalisés dans les cliniques Winterberg de Saarbrück et Essage de Völklingen. Ils feront ainsi moins de kilomètres pour être pris en charge. En Sarre, il existe un équipement similaire, mais il se trouve à Hombourg et c'est beaucoup plus loin que Sarreguemines pour nous. Cette avancée aujourd'hui est permise grâce à la bonne collaboration des hôpitaux de Saarbrück, Völklingen et Sarreguemines. Cette collaboration nous permet d'avoir de bons équipements sur notre territoire, notamment pour les problèmes de santé urgents. Pour autant, le nombre de patients allemands accueillis dans le service de médecine nucléaire devrait rester limité. On parle de 1 à 2 patients par semaine, ce qui au regard du nombre de patients pris en charge sur notre unité n'est pas fort, donc ça ne va pas augmenter les durées de prise en charge pour les Français. En plus de la cardiologie et de la médecine nucléaire, Mozart intègre aussi des prises en charge en neurochirurgie et s'adresse aussi à des personnes victimes de polytraumatisme. Le souhait des autorités allemandes et françaises est de voir cette convention Mozart s'étendre encore à d'autres disciplines. Nos voisins sarrois ont des choses intéressantes à proposer parce qu'il y a un besoin chez nous. Il faut qu'on travaille bien sûr, par exemple, ce qui concerne l'ophtalmologie, il faut qu'on regarde, qu'on renforce encore la question des urgences. Voilà, il y a en matière de cancérologie, tout ce qu'on peut trouver qui complète l'offre de soins du territoire à Sarreguemines. En Allemagne nous intéresse. Et ce que nous pouvons proposer de particulier intéresse nos voisins allemands. De quoi alimenter les discussions pendant encore de nombreuses années. Alors, entre-temps, des patients allemands ont naturellement été accueillis à ce service de médecine nucléaire, donc à l'hôpital Robert Pax. On le souligne à nouveau puisque ce reportage date déjà d'il y a 1 an. Tout juste, et Madame Guillemin, entre-temps, il y a de nouveaux projets, on le mentionnait à l'instant, notamment pour une meilleure prise en charge des personnes victimes d'un AVC. Est-ce qu'on peut déjà en dire quelques mots à ce stade ? Alors, pour l'instant, selon le même processus que pour les autres accords interhospitaliers transfrontaliers, il faut que tous les partenaires se réunissent et qu'on se mette d'accord sur les termes de la prise en charge, les termes de la facturation, les termes, tout le process qui doit permettre un accueil du patient sans souci complémentaire pour lui. Et donc ça prend du temps, donc on est en cours de rédaction avec tous les partenaires et on avance sur ce terme-là. Mais il y a beaucoup d'aspects à envisager pour la prise en charge d'un patient. Ça se décline en beaucoup d'aspects qui sont à régler en amont pour permettre la fluidité après pour les patients. D'accord. Et pourquoi ce choix-là particulièrement ? Il y a une raison derrière tout ça ? Alors, tous les domaines qui font l'objet de coopération sanitaire transfrontalière spécifique sur notre territoire, en complément de ce qui existe par le droit européen, c'est le résultat d'un constat de besoin sur le territoire des deux côtés. Et on constate la valeur ajoutée qu'a cet apport transfrontalier par rapport à s'il n'existait pas. Et puis, c'est aussi basé donc beaucoup sur la complémentarité, mais aussi sur la réciprocité. Et on a vu que des patients étaient accueillis vers Völklingen en matière de cardiologie et des patients sarrois sont accueillis sur Sarreguemines en matière de médecine nucléaire. Donc tous ces accords-là sont basés sur l'établissement d'un besoin, la valeur ajoutée que la coopération avec le voisin allemand ou le voisin français peut apporter dans l'offre de soins et surtout dans l'accès aux soins du patient qui se trouve sur ce territoire.
Alors maintenant, je propose qu'on se mette un peu à la place d'une personne qui ne connaît pas forcément ces services, et notamment on parlait de ce service de cardiologie. Un patient français qui fait un infarctus à 5 km de la frontière, Monsieur De Freitas, comment est-il pris en charge aujourd'hui? Comment peut-il être soigné par le pôle transfrontalier de cardiologie? Alors dans ce cadre-là, c'est très simple. En fin de compte, le patient ou sa famille alarme les urgences. Le SMUR se déplace au domicile du patient, accompagné en général d'un médecin, surtout quand il s'agit de douleurs thoraciques. Et il y a quand même un moyen diagnostic assez simple, l'ECG, donc l'électrocardiogramme, qui est rapide et qui permet, dans certains cas, si l'infarctus est assez important, de le diagnostiquer immédiatement au domicile du patient. Et dans ce cadre-là, le médecin urgentiste, avec l'accord du patient bien sûr, s'il veut bien être pris en charge en Allemagne, et si la distance entre toutes ces communes du GHT9, entre l'hôpital de Völklingen est plus courte que jusqu'à l'hôpital de Mercy à Metz ou Nancy par exemple, il nous contacte via une ligne téléphonique qui est dédiée, qui est joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc on accepte, après quelques échanges sur l'état actuel du patient, on accorde le transfert du patient. Et au moment où il arrive chez nous, donc il est directement admis dans une salle de cathétérisme cardiaque. Donc c'est l'examen de coronarographie qu'on essaie de faire le plus rapidement possible, puisque c'est vraiment là-dessus où le bon traitement du patient, enfin la réussite du traitement est le plus important, c'est-à-dire c'est le temps qu'on gagne en fin de compte. Plus on ouvre le vaisseau rapidement, moins de cellules cardiaques décèdent. Et donc le patient est admis directement en salle de cathétérisme. Le transfert des informations médicales sont faites entre les deux groupes de personnes présentes, c'est-à-dire les soignants du côté allemand et les soignants français, le médecin urgentiste français et le cardiologue qui réceptionne le patient. Et une fois ces transmissions sur l'état actuel du patient, on débute directement l'examen. En général, il est même préparé au moment où on fait ces derniers petits échanges et ajustements, savoir quel traitement a été déjà donné, ce genre de petites choses. Donc une fois le problème soigné, donc par la pose d'un stent par exemple, ou dans certains cas une opération en urgence comme des pontages, ça peut être nécessaire aussi, ce qu'on peut faire aussi à l'hôpital de Völklingen. Donc une fois cette phase aiguë passée, le patient est admis dans un service d'USIC, donc d'unité de soins intensifs cardiaques ou de réanimation médicale, où il y reste au minimum 48 heures, jusqu'à son retour vers la France, Forbach ou Sarreguemines, selon son adresse ou quel est l'hôpital le plus proche, quoi. Donc ces 48 heures-là servent à bien vérifier la bonne réussite du traitement et mettre en place les nouveaux traitements et bien sûr s'il devait y avoir un problème dans ces suites-là, ne pas avoir à refaire un transfert trop rapidement. C'est pour ça qu'on se laisse un délai de 48 heures pour bien vérifier l'efficacité du traitement avant le retour du patient. D'accord. Pour le patient lui-même, au niveau de la prise en charge, tout est quasi transparent. Il a presque vraiment pas grand-chose à faire au niveau de présentation de documents de sécurité sociale ou des choses comme ça. Des questions de remboursement, voilà. Qu'on traitera
de manière un peu plus approfondie ensuite avec Madame Brunet qui est là parmi nous. Toujours sur ce service de cardiologie, est-ce que on n'en a pas trop abordé justement la question, est-ce qu'il y a du personnel bilingue pour accueillir ces patients français? Parce que voilà, je me mets à la place de quelqu'un qui habite ici, le côté français, il n'a pas forcément les connaissances médicales et tout pour comprendre un peu son état et être assuré un petit peu une fois qu'il se réveille d'une telle opération, qu'elle soit urgente ou peut-être moins urgente. Comment est-on accueilli concrètement dans le service? Alors il y a une équipe médicale, donc plusieurs médecins qui sont bilingues, qui sont francophones, dont moi qui suis même français. Et on est actuellement 6 autres médecins qui sont quand même bilingues, donc qui permettent une rédaction, par exemple, de lettres de sortie en français au retour du patient en France, tout ce genre de choses-là. Et on a également énormément de soignants, notamment dans ces services qui accueillent les patients en post-cathéter cardiaque ou post-opération, qui sont également bilingues, puisqu'il y a aussi une coopération entre l'IFSI, par exemple, de Sarreguemines, et tout ce genre de choses a permis qu'il y ait quand même un certain nombre de soignants bilingues qui travaillent actuellement à l'hôpital. J'allais rebondir sur l'IFSI. Il y a pas mal d'étudiants, même ici à Sarreguemines, qui sont formés tous les ans et qui peuvent bénéficier de stages, vous me dites tout de suite si je me trompe, mais qui peuvent bénéficier encore aujourd'hui de stages du côté de Völklingen. Est-ce que vous réussissez à en recruter certains de ces étudiants qui ont suivi cette formation ici à Sarreguemines ou à Forbach? Oui, justement, c'est ce que je disais, c'est qu'il y en a quand même un certain nombre. Et la plupart sont justement des gens qui ont été à l'IFSI, à Sarreguemines ou à Forbach, qui sont par la suite, après un stage, et ça leur avait plu, et les conditions de travail sont agréables, qui sont finalement passés de l'autre côté de la frontière. Comme quoi cette coopération a beaucoup de bons côtés. Et a-t-on concrètement des statistiques sur le nombre de patients français qui ont pu être pris en charge par cette coopération sur le pôle transfrontalier de cardiologie? Alors comme vous le disiez un peu dans le reportage, on a en moyenne, ça a pris un peu de temps au départ à se lancer, mais maintenant le mécanisme est bien huilé, les deux parties il y a une très bonne entente et ça se déroule très bien. Et on traite environ une centaine de patients français par an pour syndrome coronarien aigu, donc infarctus du myocarde. Et on vient de fêter cet été donc la 1000e patiente qui a bénéficié de cette coopération. Donc 1000 patients depuis 2013, puisque c'était avant la convention Mozart. Donc en une douzaine d'années. Si je peux me permettre, ça représente un pourcentage à peu près de combien français par rapport aux Allemands? Pour l'hôpital à Völklingen? Oui. C'est très peu. Très peu quand même. Je peux vous donner les chiffres de l'année dernière. On a fait environ 9000 coronarographies. Donc 100 français, ça fait pas beaucoup. Et vous, Monsieur Blachman, en tant que pharmacien, vous êtes souvent en première ligne pour accompagner les patients dans le besoin lorsqu'ils reviennent finalement du circuit un peu transfrontalier France-Allemagne. Êtes-vous aujourd'hui rodé à 100% pour les accompagner au mieux, ces patients qui viennent vous voir et peut-être qui sont un peu perdus? Alors juste si je peux me permettre, Camille, je voulais juste revenir sur le reportage qu'on a vu. Alors pour moi, c'est quelque part, c'est rassurant. Parce que moi, en tant que professionnel de santé, je m'imagine un petit peu qu'on est les parents pauvres. Entre l'Allemagne et la France, on se dit toujours, les Allemands sont beaucoup mieux lotis que nous. Et je pense que peut-être que sur le matériel, on n'est pas aussi effectivement en crise que ça. Maintenant, je pense que sur les moyens humains, sur les praticiens, on a beaucoup plus à gagner avec l'Allemagne de se dire, je pense qu'eux n'ont pas tellement de déserts médicaux. Je pense qu'on souffre plus de... Je ne pense pas me tromper. Oui, peut-être. On est d'accord, je pense qu'effectivement, moi on me raconte même que les praticiens en Allemagne, ou cardiologues, ils sont presque trop nombreux et que ça les intéresse vivement de venir travailler en France. Donc, quelque part, moi ça me rassure.
Hein. Mais bon, votre reportage, il est formateur et on se dit, bon, bah, ça ne se fait pas que dans un côté, parce que souvent on s'imagine que c'est l'Allemagne qui nous aide et que nous, on n'aide personne. Voilà, c'était juste la petite remarque. Après, c'est vrai qu'on voit beaucoup, effectivement, alors d'Allemands qui viennent, effectivement, alors qui peuvent être perdus. Alors déjà, c'est important que dans une officine, on puisse parler allemand. Hein, et c'est vrai que c'est tout de suite un soulagement quand ils voient qu'en face, voilà, sprechen Sie Deutsch, on leur dit, ja, bah, effectivement, déjà, la barrière, elle tombe. Donc ça, c'est déjà un premier pas. Et puis après, c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'ordonnances de praticiens allemands qui envoient leurs patients chez nous parce qu'ils savent que le produit n'est pas disponible en Allemagne. Donc on leur fournit, et c'est vrai que j'ai jamais eu des gens qui m'ont demandé, des Allemands qui m'ont dit est-ce qu'il y a une prise en charge ou pas. Ils payent leurs médicaments, et après c'est vrai que je ne sais pas ce qui se passe. Bon, parfois ils demandent effectivement juste à ce qu'on mette les prix sur l'ordonnance, voilà, qu'on leur donne un ticket de caisse, une facture en bonne et due forme, mais on a rarement cette préoccupation. Hein, donc c'est vraiment très fluide. Voilà. On essaye aussi, évidemment, dans une officine, bah, comme pour les patients français, alors ils n'ont pas alors, on est surpris parce que parfois il y a des Allemands qui vivent déjà, je pense, en France, qui ont déjà une carte vitale. Voilà, donc ça, c'est sûr que c'est la facilité, là, il n'y a pas de problème. Mais parfois, je pense qu'il est important aussi qu'on les mette, effectivement, qu'on prenne leurs coordonnées, puisqu'il faut aussi qu'on ait une traçabilité. C'est-à-dire que ces personnes, c'est très important que finalement, on puisse voir leur consommation habituelle, etc. Donc, je pense que régulièrement, voilà, je pense qu'il ne se passe pas une journée sans que je ne vois pas de patients allemands dans mon officine. Hein, ça, c'est effectivement, je n'aurai pas le pourcentage, mais régulièrement, alors ça peut être pour de la parapharmacie, ça peut être voilà, pour plein de choses. Personnellement, ben, moi je suis content aussi que je puisse, et c'est un service aussi qu'on donne parfois à nos patients français, leur dire ok, je n'ai pas ce médicament-là, vous avez la chance d'être effectivement à la frontière, vous arriverez peut-être à trouver ces médicaments en Allemagne. Voilà. Ce que je déplore, malgré tout, c'est que pour l'instant, on n'a pas du tout d'échange entre pharmaciens allemands et pharmaciens français. Ça, c'est quelque chose que voilà, je pense qu'il faudrait dont on discute, parce que ça serait très intéressant finalement de savoir est-ce que mes collègues allemands, sur des antidiabétiques, je ne les ai pas, mon collègue allemand les a peut-être. Donc ça serait très intéressant dans les deux sens de pouvoir partager. Et malheureusement, on est un petit peu bloqué par le fait qu'il n'y a pas d'importation. On a interdiction d'importer, donc finalement, il n'y a pas de libre-échange. C'est-à-dire vous avez interdiction demain, si vous avez besoin d'un médicament, même du côté, on est ici à Sarreguemines, même du côté Clam-Littersdorf, ce n'est pas possible d'aller voir un collègue et de faire des échanges voilà. Comme ça. Donc, les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, c'est dommage. Voyez, donc on est obligé, voilà, la phrase c'est essayez d'aller voir en Allemagne, mais nous on ne peut pas vous les procurer. Et je pense qu'il y a vraiment moyen de travailler là-dessus, parce qu'on souffre effectivement de ne pas avoir d'échange du tout avec nos collègues pharmaciens allemands. Donc ça serait effectivement, ça serait très intéressant d'évoluer là-dessus. Et sur les volets ordonnances aussi, il peut y avoir des différences, puisque est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des patients allemands qui viennent vous voir et qui vous tentent des ordonnances finalement allemandes qui n'ont rien à faire dans une officine française? Si alors souvent on essaye déjà de voir effectivement, parce que souvent c'est un principe actif, donc voir si finalement dans quel pays on le trouve. Parfois il s'avère qu'on ne le trouve ni en France ni en Allemagne, mais en Suisse ou en Belgique. Donc souvent, effectivement, il faut prendre un petit peu de temps. C'est déjà arrivé, il y a des gens aussi qui sont prêts à payer. Parfois, on a déjà vu pour des anticancéreux qu'ils n'avaient pas en Allemagne. Donc, c'est un coût. Donc la personne, elle paye et je ne sais pas ce qu'il advient après. En tout cas, voilà, elle est contente de trouver son produit. Et je pense que nous, vraiment, heureusement, on répond à la demande, mais c'est vrai que ça serait intéressant finalement de savoir qu'est-ce qu'il advient après.
Et là, je pense que je suis en train de transférer effectivement la parole à ma voisine. J'allais y venir, puisque finalement, en cas d'urgence, lorsqu'on est victime d'un AVC, d'un infarctus, la priorité, c'est quand même d'abord de sauver des vies, on le disait à l'instant, et pas de penser tout de suite dans l'immédiat à la facture, combien ça va me coûter finalement tout ça. Mais une fois l'opération passée, on se demande mais comment on va faire, quelles sont un peu les démarches pour se faire rembourser. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éclaircissements par rapport à tout ça, Madame Brunet? Oui, bien sûr. Alors les situations qu'on a évoquées, elles sont très diverses. La prise en charge, elle va varier selon différentes situations. Déjà, on va dire, l'Union européenne, elle organise déjà tout un cadre de prise en charge. Dès lors qu'on est dans l'Union européenne, il y a déjà une libre circulation des personnes, et donc les règlements européens, les directives européennes ont mis en place une forme de continuité de la protection sociale quand on passe une frontière à une autre. C'est ce qui fait que si par exemple demain je vais en Allemagne pour faire mes courses, pour aller faire une randonnée, pour aller rendre visite à de la famille, etc., et que j'ai un accident et que immédiatement j'ai besoin de soins sans attendre mon retour en France, dans ce cas-là, je vais bénéficier d'une prise en charge de mes soins en présentant ma carte européenne d'assurance maladie. Donc vraiment, quand on est transfrontalier, c'est important d'avoir ce réflexe de, même pour un petit déplacement, je prends ma carte européenne d'assurance maladie, comme ça, si j'ai un besoin urgent d'aller dans un hôpital, d'aller dans une pharmacie, me faire délivrer un médicament en urgence et je ne peux pas attendre mon retour en France, la CEAM fera que l'assuré n'a pas d'avance de frais à faire, ça sera transparent pour lui et la prise en charge, le professionnel de santé l'enverra directement à la France. Donc c'est un premier cadre de prise en charge qui est organisé, qui correspond à l'urgence. Ensuite, il y a une situation un peu différente, et c'est ce que vous évoquiez, je me déplace en Allemagne pour avoir recours à un soin. Donc là, le but de mon passage de la frontière, de la raison d'être pour laquelle je vais en Allemagne, c'est parce que je veux avoir accès à un soin. Dans ce cas-là, on va distinguer deux cas de figure. Soit on parle d'un soin qui est lourd, donc par exemple, je vais avoir une hospitalisation complète, c'est-à-dire que je vais avoir au moins une nuitée sur place, ou bien je vais avoir recours à un équipement qui va être lourd, coûteux, comme un IRM, un scanner, un traitement du cancer, le traitement de la dialyse par exemple. Dès lors que mon déplacement est pour faire du soin, dans ce cas-là, il faudra au préalable que je demande une autorisation préalable à l'assurance maladie. Donc là, vous sollicitez votre caisse et donc c'est un médecin de l'assurance maladie qui va étudier la situation et qui va accorder ou non cette autorisation préalable en tenant compte de plusieurs choses. Déjà, est-ce qu'en France, ce soin est remboursable? Donc, est-ce que s'il se passait en France, on le rembourserait? C'est prévu par la réglementation. Est-ce qu'il est adapté à l'état de santé du patient? Et est-ce qu'il n'est pas disponible en France dans un délai raisonnable au regard de l'état de santé du patient? Donc, quand on est dans un soin lourd, il va y avoir cette démarche d'autorisation préalable. Et une fois que vous aurez eu l'accord de votre organisme d'assurance maladie, qu'il délivre en 15 jours, dans ce cas-là, vous pourrez aller en Allemagne pour réaliser le soin et vous présenterez à l'établissement de santé, au professionnel de santé, le formulaire S2. Alors là, on parle en administratif, mais pour ceux qui connaissent, c'est le formulaire. Et du coup, de la même façon, ça sera transparent. C'est-à-dire que le professionnel de santé ou l'établissement enverra directement la facture à la France. Il peut y avoir un reste à charge à la charge du patient, mais dans le cadre général, la tarification qui sera appliquée, c'est la tarification de l'état de soins. Donc, c'est-à-dire que si on va en Allemagne, on sera remboursé comme si on avait été en Allemand. Et on peut faire la demande express d'être remboursé comme on serait remboursé en France. Donc, bien sûr, on ne sera pas remboursé plus que ce qu'on a payé, c'est logique, mais c'est cette tarification qui s'appliquera. Et si jamais le professionnel de santé refusait le soin programmé, c'est-à-dire ne reconnaissait pas le formulaire S2, dans tous les cas, quand je rentre, la facture, je peux la présenter à ma caisse d'assurance maladie. Le dernier cas qu'on a évoqué, c'est je me déplace pour avoir accès à un soin, mais c'est un soin ambulatoire qui est léger. Dans ce cas-là, là encore, parce qu'on est dans l'Union européenne, on a la possibilité d'avoir accès aux soins. C'est-à-dire que la pharmacie, le médecin ne va pas refuser le soin. Il va vous permettre d'avoir accès aux soins. En termes de prise en charge, vous aurez l'avance de frais à faire et ensuite, vous aurez un remboursement sur la base du tarif de la France, de votre
du tarif de votre pays d'assurance. Vous êtes assuré en France, donc du coup, ça sera la tarification française qui s'appliquera et les taux de remboursement qui s'appliquent en France. Donc il faut l'avoir en tête avant de se déplacer, parce que s'il y a un écart de tarification, effectivement, le reste à charge est à la charge du patient. Le dernier cas, on l'a évoqué aussi, c'est celui des conventions transfrontalières. Donc en fait, en complément de ce qui existe dans le cadre de l'Union européenne, la France et l'Allemagne, le gouvernement français et le gouvernement allemand ont conclu un accord cadre qui permet aux institutions, aux acteurs du territoire de signer des conventions transfrontalières. C'est ce qu'on expliquait. Et donc dans le cadre de ces conventions transfrontalières, on en parlait, à la fois on organise les modalités de coopération médicale, à la fois comment le patient va être admis, quelle finalement coordination il y a entre les centres de régulation, entre les centres 15, comment est-ce qu'il va être transporté, comment également le patient qui va être pris en charge dans l'établissement quand il reviendra, comment son équipe médicale en France a les documents en français. Donc les conventions, elles traitent de tout ça. Et puis, elles permettent également d'adapter les procédures administratives, financières, pour que ça soit transparent. C'est ce qu'on essaye de faire, transparent pour le patient, c'est-à-dire que, là encore, comme dans le cadre finalement de l'urgence, la facturation, elle va se passer entre le professionnel de santé et entre l'administration, entre l'assurance maladie, pour que ça soit à la fois simple et transparent pour le patient. Donc si je résume, du côté des conventions transfrontalières, c'est beaucoup plus simple puisque tout a été vu en amont finalement pour faciliter ce remboursement-là. J'imagine que c'est toujours mieux d'avoir la carte européenne d'assurance maladie à ce moment-là et dans tous les cas, puisque c'est vrai, on a ce souci en France et il faut le mentionner que c'est une carte qu'il faut renouveler assez régulièrement. On n'y pense pas forcément tout le temps. On ne l'a pas tout le temps forcément sur nous, mis à part lorsqu'il faut tout de suite aller en dehors de nos zones frontalières, par exemple en vacances, là on y pense, il faut la renouveler, tout ça, mais c'est vrai qu'il y a quelques petites différences France-Allemagne, dans le sens où en Allemagne c'est vrai que la carte d'assurance maladie européenne, elle se trouve en général au dos de la carte, alors qu'en France on a une carte européenne d'assurance maladie que l'on demande auprès de l'assurance maladie, donc de la CPAM, que l'on reçoit ensuite chez nous, qui ont une date limitée mais qui n'ont surtout pas de puce sur la carte. Donc lorsqu'on se retrouve en fait chez un cabinet allemand, on peut peut-être aussi avoir des soucis parfois de faire lire la carte européenne en fait, puisque justement elle n'a pas cette puce aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une question sur laquelle vous êtes aussi en train de travailler. Vous avez répondu quelque part à mes questions, parce que j'avais deux questions. Je voulais savoir déjà si, je suis peut-être un homme de statistiques, si on savait à peu près dans notre, ou peut-être en Moselle ou en Alsace-Moselle, combien de personnes avaient cette carte européenne, si effectivement beaucoup de gens, si on était effectivement beaucoup plus nombreux à l'avoir que dans le reste évidemment de la France. Est-ce que vous avez une idée de... Non. Alors j'avoue, j'ai pas du tout anticipé cette question, donc je ne sais pas si on a les moyens de le savoir, ni quels sont les chiffres, je ne peux pas vous répondre. Ce qui est sûr, c'est que comme on a un réflexe d'aller plus facilement de l'autre côté de la frontière, parce qu'on est juste à côté, c'est important finalement d'avoir ce réflexe, d'avoir la carte européenne d'assurance maladie, et de ne pas uniquement se dire je pars en vacances à l'étranger, donc je vais la prendre. Parce qu'effectivement, un accident, ça peut arriver, y compris dans la vie de tous les jours, et donc même si on se déplace pour 2-3 heures, l'idéal c'est de l'avoir pour que, en cas de soins urgents, ça soit simple. Alors pour répondre à votre question, aussi, quand on regarde globalement, on voit que le cadre de prise en charge est globalement simple. Ce n'est pas uniquement dans le cadre des conventions transfrontalières, mais dans le cadre de la prise en charge au sein de l'Union européenne. Donc, si on regarde les masses financières, dans la très grande majorité des cas, en fait, les soins, ils vont pas passer par l'assuré, soit parce qu'il aura présenté sa carte européenne d'assurance maladie, il aura présenté son formulaire pour avoir un soin lourd de l'autre côté de la frontière, ou c'est vrai qu'on l'a évoqué rapidement, mais il y a aussi la situation des travailleurs frontaliers ou des pensionnés frontaliers qui là encore, ont des formulaires spécifiques qui leur permettent d'accéder aux soins. Et donc, quand on regarde le cadre de prise en charge, globalement, il est simple, il est vraiment pensé pour être simple pour les assurés et finalement couvrir les situations à la fois de vie, quand on est travailleur frontalier par exemple, mais également les situations d'urgence.
Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une piste de réflexion sur cette histoire de carte européenne qui est un peu différente entre la France et l'Allemagne pour pouvoir encore une fois faciliter encore plus cette coopération à ce niveau-là pour le volet un peu remboursement ? Alors déjà, je vais redire encore une fois, mais je crois que c'est tellement important que oui, je pars 2 heures pour faire mes courses. Je pense à vérifier que j'ai ma carte d'assurance européenne d'assurance maladie. Dans tous les cas, il faut vraiment penser à le faire. Elle n'est pas sur la version française, sur la carte vitale. Je n'ai pas connaissance des projets d'évolution de la carte vitale pour la dossier comme sur la version allemande. Donc la seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, à ma connaissance, c'est pensons à la demander et à l'avoir toujours avec nous en tout état de cause. Ça nous aide dans tous les cas. Ça serait une idée d'ailleurs dans les pharmacies qu'on puisse afficher effectivement tout l'intérêt d'avoir une carte européenne, de faire une thématique là-dessus finalement. Parce qu'on est les premiers quand même à voir les patients. Et peut-être leur dire, voilà, le même discours que vous, voilà, pensez-y, il suffit que vous traversiez la frontière, c'est important d'avoir, comme vous avez votre carte vitale, d'avoir effectivement cette carte européenne. Je crois que c'est important. Et puis, moi je me demandais, alors donc les patients allemands qui viennent effectivement, qui payent leurs médicaments, ça se passe exactement de la même façon que la réciprocité est vraie. Je ne sais pas comment ça se passe pour eux, vous savez? Alors forcément, je ne pourrais pas me prononcer de façon ferme pour les caisses allemandes, d'autant plus qu'il y a différents systèmes. En Allemagne, on va dire que les assurés peuvent être soit assurés à une caisse légale comme l'AOK, l'IKK, etc. Mais pour une partie, ils sont aussi assurés à une caisse privée. Donc c'est 2 modes de prise en charge et 2 paniers qui sont un peu différents. Mais en tout état de cause, ce que je vous expliquais, c'est la réglementation européenne. Donc logiquement, c'est la même dynamique qui s'applique, c'est-à-dire qu'ils font l'avance de frais, ils payent chez vous, et puis ensuite ils se retournent vers leur caisse d'assurance maladie pour avoir une prise en charge au regard de la tarification en vigueur et des règles. Parce qu'en pharmacie, on n'a pas encore l'habitude, nous, de demander systématiquement, de leur demander la carte européenne à nos patients allemands. Et ils nous l'attendent rarement. Oui, et la carte européenne, elle s'applique dans le contexte où on est dans le cadre d'un soin qui est immédiatement nécessaire. Donc vraiment, alors il y a également le cas que vous pouvez rencontrer où un patient qui a une pathologie chronique, par exemple, qui va se déplacer en Allemagne pour un long séjour, par exemple rendre visite à de la famille ou sinon partir en vacances. Dans ce cas-là, dans le cadre de son déplacement et de son séjour, il va avoir besoin d'une continuité des soins, soit un renouvellement d'une spécialité pharmaceutique ou sinon un soin particulier, par exemple un dialysé, s'il fait un séjour long. Dans ce cas-là, le déplacement, son but, c'est pas d'avoir accès à un soin, mais il fait un déplacement et il a besoin d'une continuité du soin. Donc dans ce cadre-là, des pathologies chroniques, de la même façon, c'est la même prise en charge que la carte européenne d'assurance maladie, que l'urgence qui va s'appliquer. Bon, après, si je prends un peu l'exemple que l'on n'a pas encore forcément mentionné ensemble là, dans cette émission, c'est l'exemple de demain, je cherche un médecin en urgence, par exemple un médecin généraliste. Et j'en trouve pas malheureusement à Sarreguemines, puisqu'on est confronté ici en Moselle aux déserts médicaux et on essaye de trouver des médecins comme on peut et aussi des spécialistes. Comment fait-on? On peut aller demain, donc accéder librement à un médecin généraliste. Par exemple, là, demain, je suis à Sarreguemines, je veux à Clam-Leitelsdorf, je trouve un médecin généraliste à Clam-Leitelsdorf, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut que je prenne en charge mes propres frais, si je comprends bien. Alors là, le but de votre déplacement, c'est d'avoir accès à un soin. Donc, dès lors que votre but est d'avoir accès à un soin, dans ce cas-là, vous pourrez accéder aux soins, vous pourrez aller voir un médecin de l'autre côté de la frontière. Par contre, la prise en charge, elle se fera au regard de la réglementation et de la tarification française. Alors quand je dis la réglementation, c'est que quand on parle d'un médecin, ce n'est pas forcément le cas, mais sur certaines spécialités en France, avant d'avoir accès à un soin, il faut que vous demandiez un accord préalable à votre caisse d'assurance maladie. Alors c'est le cas pour les traitements d'orthopédie dentofaciale, c'est le cas sur certains actes de kinésithérapie avec de la rééducation lourde. Enfin, voilà. Donc il y a certains actes où la réglementation prévoit ça. Bien sûr, que vous fassiez soin en France ou en Allemagne,
ça va être la même réglementation qui va s'appliquer. Donc ça, c'est déjà une première chose à avoir bien en tête, sachant que souvent, alors c'est le médecin qui vous prescrit les soins qui va tout de suite vous préciser que vous avez besoin de faire cette formalité préalable. Donc là, on n'est vraiment pas dans le cadre de la réglementation européenne, c'est juste la réglementation française. Et ensuite, en termes de tarification, quand vous irez voir le médecin, vous payerez directement le médecin et ensuite la France pourra vous prendre en charge au regard de la tarification française. Donc le point d'attention à avoir, c'est effectivement le risque de reste à charge parce qu'on sait qu'en général, les médecins allemands, quand ils reçoivent un patient français, ils vont le considérer comme un patient qui a une assurance privée en Allemagne et donc il va appliquer une tarification, une grille de tarifs qui est spécifique. Donc c'est important d'avoir en tête quel est le tarif qui va être appliqué et de le comparer à ce qui est pris en charge en France. Donc si je vais voir le médecin demain, j'ai intérêt à prévoir le budget si je comprends bien. Madame Guillemin, dites-moi, est-ce que ces questions-là aussi de l'accès aux soins des médecins, etc., ça fait partie des choses que vous allez étudier à l'avenir ? Oui, bien sûr. Alors, dans le cadre de l'interface santé Sarre-Moselle, donc qui est suite à un projet qui avait été mis en place avec les différents, l'Agence régionale de santé, notamment le ministère sarrois de la Santé, entre autres. Dans ce cadre-là, on travaille à la mise en réseau d'un certain nombre de praticiens. On favorise le fait qu'ils se connaissent pour les raisons qu'on a évoquées en tout début d'émission, parce que quand c'est nécessaire, c'est beaucoup plus facile lorsqu'on se connaît bien. Et on travaille effectivement aussi, on est aussi contacté par des praticiens en médecine de ville qui sont intéressés par le fait de travailler en coopération sanitaire transfrontalière, de développer un accueil de patients et également des maisons, dans le cadre des projets de maisons santé transfrontalière, par exemple. Donc, toutes ces thématiques-là, oui, c'est des sujets sur lesquels on travaille avec tous les partenaires qui sont en charge des questions de santé relevant des deux États. Et je voulais juste mentionner le fait que dans les situations qu'on a évoquées à l'Eurodistrict depuis maintenant 3 ans, il existe un point de contact. Vous pouvez trouver les coordonnées sur le site internet de l'Eurodistrict et le point de contact a pour mission d'aider à s'orienter un petit peu lorsque, même si le cadre nous a été particulièrement clairement exposé, mais si jamais on se repose après l'émission encore la question, le point de contact, qu'il soit pour les professionnels de santé, pour les établissements, pour les individus ou les patients qui se trouvent dans une situation de questionnement sur la santé transfrontalière, on peut s'adresser au point de contact de l'Eurodistrict Sarre-Moselle qui va réorienter vers les interlocuteurs qui sont en charge de ces questions-là. Parce que ce n'est pas toujours facile de savoir sur l'autre versant à qui s'adresser. Donc on peut trouver les coordonnées sur notre site internet et on essaye dans ces cas-là d'aider un petit peu à mettre en relation avec l'autre versant ou en tout cas les interlocuteurs qui sont en charge. C'est le fameux contact que l'on voit lorsqu'on atterrit sur le site de l'Eurodistrict Gecko, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Ok, d'accord. Donc, si vous avez des questions, en tout cas, vous pouvez vous adresser à ce guichet. Et toujours sur l'Eurodistrict Sarre-Moselle, c'est vrai que vous continuez à travailler sur de nouveaux enjeux. Et d'ailleurs, il y a un nouveau projet actuellement sur la table, c'est le projet Mosaïque. Alors, pas Mosaïque comme le nom de notre chaîne, mais Mosaïque avec CS à la fin. Un projet donc doté d'un budget de 1,6 million d'euros. Donc, c'est sur 3 ans. Et il propose de chercher des solutions pour améliorer l'accès aux soins et lever les contraintes administratives, ce dont on a parlé tout au long de cette émission. Est-ce qu'il y a déjà des premières pistes de réflexion dans le cadre de ce nouveau projet ? Oui, alors là aussi, il y a plusieurs volets. L'un d'entre eux, c'est de mettre les acteurs concernés autour de la table pour étudier les process dont Madame Brunet a parlé tout à l'heure par rapport à la prise en charge et bien connaître les modalités de prise en charge des deux versants et essayer également de développer des solutions pour les établissements hospitaliers qui permettent des facturations directes ou des circuits plus courts en termes de facturation.
Tout ça avec pour objectif de rendre aussi pour les établissements et pour les praticiens plus facile cette coopération en se dotant d'outils techniques qui pourront contribuer à faciliter les flux entre les deux versants. Alors je vous propose à tous que l'on fasse un petit mot de la fin pour donner un nouvel élan à cette coopération de la santé transfrontalière. Que faudrait-il faire demain pour fluidifier les soins de part et d'autre de la frontière ? Qui veut commencer ? Monsieur De Freitas peut-être ? En tant que professionnel de santé ? Je pense qu'il y a de très bonnes bases maintenant. Je pense que les bases sont assez solides. Il y a eu quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits des deux côtés. Et pour améliorer les soins, les prises en charge, ce genre de choses, je dirais que qu'il faut essayer d'élargir au maximum le projet qui est encore pour l'instant trop restreint à certaines situations particulières. Il faut essayer de l'élargir et justement ce corridor semble très intéressant. Je ne sais pas comment ça va être possible sur le plan administratif de le mettre en place, mais en tout cas c'est ce genre de choses qui peuvent apporter beaucoup. Madame Brunet, là-dessus, comment vous voyez l'avenir un peu sur tous ces différentes possibilités de remboursement qu'on a pu évoquer ? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qu'on pourrait améliorer, fluidifier ? L'importance déjà, c'est de bien informer. Alors, c'était aussi l'objectif de votre émission, mais que tout le monde soit au clair finalement sur le cadre de prise en charge qui existe déjà aujourd'hui, et puis poursuivre les échanges toujours dans un cadre de coopération. Monsieur Melachman ? Moi j'ai un rêve, parce que la coopération, on n'en a pas trop parlé. Pour l'instant, moi j'ai pas vu les résultats d'une ouverture au niveau des étudiants en médecine. On dit qu'on a augmenté effectivement le numerus clausus, etc. Mais les résultats se font vraiment attendre. Donc on n'en a pas trop parlé, mais finalement la coopération, c'est aussi de savoir finalement s'il y a des médecins allemands qui s'installent en France. Est-ce qu'on suscite effectivement, est-ce que ça les intéresse ? Est-ce que peut-être dans l'autre sens, est-ce que c'est peut-être les médecins français qui ont envie de s'installer en Allemagne ? On en est où un peu là-dessus finalement ? Est-ce que c'est aussi ça pour moi la coopération ? Au niveau des études, au niveau... Oui. Pour rebondir là-dessus, alors il y a déjà en place actuellement, par exemple, des cardiologues qui sont mis à disposition pour l'hôpital de Forbach. En général, 2 cardiologues à temps plein sur toute l'année, qui participent même au service de garde, des cardiologues allemands qui sont francophones. Oui. Et donc qui travaillent à Forbach, à Logique de Forbach, et qui participent également au système de garde. Donc ça veut dire que sur les dernières années, quand même, ils couvrent 10 gardes par mois, donc 10 fois 24 heures par mois, ce qui n'est pas négligeable. Donc il y a des échanges. Mais c'est vrai qu'au niveau des étudiants, c'est plus compliqué, puisque le système est aussi différent. Le système d'internat en Allemagne, il n'est pas forcément lié à une faculté comme c'est le cas en France. Donc mais ça peut éventuellement être intéressant, et il y a déjà des gens qui veulent un peu aller dans cette direction. Comme M. Gasparina, le directeur de Sarreguemines, qui essaye de mettre ce genre de choses en place. Et bon, on débute, mais on y pense. Parce que finalement, l'exemple, on a à Sarreguemines, quelque part, un peu une filière camerounaise en ce moment. Donc je me suis intéressé un petit peu de savoir comment ça se passait. Et la plupart du temps, ce sont des praticiens qui ont fait leurs études en Allemagne. Donc études en Allemagne, après effectivement le lycée, ils sont venus du Cameroun. Et soit, alors parce qu'il y a beaucoup de médecins camerounais en Allemagne, et il y en a quelques-uns qui viennent quand même en France parce qu'il y a la culture pour les enfants, ils ont l'habitude du français, etc. Donc on a la chance quelque part d'avoir des praticiens effectivement camerounais qui ont fait leurs études en Allemagne et qui viennent s'installer en France pour confort de vie et pour que leurs enfants puissent aussi parler le français, et que quand ils reviennent au Cameroun, ces enfants-là, ils puissent parler français aussi. Donc il y a des choses comme ça qui sont intéressantes. Et quand je leur demande, mais pourquoi finalement vous avez fait vos études en Allemagne ? Parce qu'on imagine qu'un Camerounais, normalement, il va faire ses études plutôt en France. A priori, c'est plus facile l'accès
aux études de médecine en Allemagne est plus simple qu'en France. Donc il y a peut-être des choses à creuser, quoi, hein. Donc finalement, il y a une déperdition. Tout ça, c'est dommageable. Et Madame Guillemin ? Alors, pour être très brève, je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur la nécessité d'informer donc les citoyens, les citoyennes du cadre dans lequel ils peuvent évoluer. Donc ça, c'est vraiment une mission qu'on a de manière régulière, hein, qui est toujours d'importance. Et surtout, je dirais vraiment de regarder là où on a la complémentarité, parce que notre bassin de vie, il ne s'arrête pas à la frontière. Il est vraiment pensé comme un bassin de vie où les deux versants sont totalement intégrés. Et si on considère ce bassin de vie avec les deux versants directement, on s'ouvre à des opportunités de coopération qui vont répondre à des besoins des deux parties, des deux versants. Donc vraiment continuer de s'ouvrir à la complémentarité. Et je voudrais juste mentionner un projet en cours. On a parlé de tout ce qui facilite l'accueil des patients dans les deux langues par la formation des praticiens dans les deux langues. Il y a aussi des projets qui existent comme Französisch und mehr, qui sont destinés à des professionnels de santé, y compris des pharmaciens, qui peuvent recevoir une formation sur le langage pour l'accueil du patient. Hein, donc tout ce qui peut être utile pour ça. Tout ça, c'est des démarches qui vont concrètement faciliter l'accueil des patients dans les deux versants. Donc il faut qu'on continue dans ces démarches-là et qu'on ait une approche de complémentarité et de réciprocité encore à développer. Les journées de la santé qui ont été organisées précédemment dans le cadre des projets santé transfrontalière, notamment par l'Eurodistrict, ont mis en avant justement où on en est au niveau de la SAR par rapport aux praticiens, par rapport à l'évolution démographique. De la même manière, sur le versant français avec l'Agence régionale de santé qui a pu exposer la situation sur le versant Moselle-Est. Donc tout ça, ça permet aux deux versants de savoir à peu près où on se trouve et vers quel développement on se trouve pour pouvoir anticiper et envisager des complémentarités et des actions communes. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il y a déjà des choses qui se font. On reste positif en tout cas pour la suite. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir participé à l'émission Polygone consacrée à la santé transfrontalière. Merci Camille. Merci. Merci à vous. Merci.